On va sur les questions territoriales dans cette conférence, on va plutôt donc parler, on va changer d'échelle comme disait tout à l'heure Pierre, mais on va parler des mégapoles. Donc de ces, comme on a parlé des hyperlieux, donc là on va parler des mégapoles avec MVRDV. Donc je vous invite à regarder le site de cette agence, hein, qui est vraiment une agence très 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 importante, très très réputée dans l'architecture. Pierre Descourtis a remplacé donc Michael Laborie qui était indiqué au programme et qui a un souci. Donc a eu la gentillesse de venir de Rotterdam ce matin pour venir nous parler. Et après je vous laisse vous présenter parce que je... Merci. Bonjour à tous. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée. J'espère que vous allez me comprendre. Oui, c'est une bonne idée. Ce sera plus facile. Alors, normalement, je ne sais pas si... Alors, MVRDV, effectivement, on est une agence d'architectes basée à Rotterdam. On est près de 300 architectes, designers, urbanistes, répartis un peu aux quatre coins du monde avec des projets qui essayent d'être toujours innovants, réalistes malgré tout. On est surtout connu par beaucoup de gens pour nos images, on essaye de les construire. Ça fait partie du job d'architecte de transformer ces innovations et ces projets en réalité durable. C'est une thématique que je vais aborder très globalement, de façon importante dans cette présentation. Et sachant que bien sûr le monde évolue, on dit qu'il évolue toujours plus vite, est-ce vrai? On pourrait en débattre longuement, mais le fait il est en perpétuelle mutation. Je vais vous parler du territoire, de ses différentes échelles, de ses risques, son héritage et ses limites, et tout l'impact que ça a sur l'architecture, sur l'urbanisme qu'on peut développer en tant qu'agence d'architecture. Alors les risques, je ne sais pas si j'ai besoin de m'éterniser sur le rapport du GIEC, c'est une thématique connue de tous. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive tous en tant que professionnels dans tous nos métiers à importer, à s'en abreuver pour essayer d'éviter d'aller vers les profils avec très forte hausse de température et de baisser. C'est quelque chose qui est malgré tout déjà très présent aujourd'hui. On le voit avec par exemple les feux de forêt. En Californie, près de la moitié des 20 feux les plus importants sont sur les 2 dernières années. Mais c'est aussi une thématique présente en France avec des modélisations qui montrent qu'une grande part du territoire pourrait être impactée par des feux de forêt, par des sécheresses. On l'a vu cet été avec les feux dans le Var en août. Urbanistiquement, ça a un impact, ces hausses de température, par la création d'îlots de chaleur ici à Paris, où on voit que selon l'urbanisme, selon le traitement des paysages, selon l'architecture qu'on donne à notre espace commun, ça a un impact énorme sur la température ressentie en soirée ici ou avec des zones de création d'îlots de chaleur de plus de 21 degrés. Ça peut bien sûr être mitigé par la végétation. Les deux courbes ici présentent la température en vert ciel telle qu'elle est actuellement. Et si on augmente la végétalisation, ponctuellement, on arrive à diminuer cette température de façon très importante avec ajout de végétation sur le site. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en pratique ici avec un projet à Bordeaux où c'est un mini îlot dans lequel qu'on a créé et qu'on a organisé tout autour de ce qu'on a appelé la vallée verte, un noyau très largement végétalisé où on a créé des pots dont une partie sont exploitées par les habitants et une partie par la copropriété et une partie par la commune, par la ville de Bordeaux. Donc on travaille sur les échelles de l'individu, de la communauté, on va dire, et de la société pour tous ensemble essayer de créer un lieu qui soit un îlot de verdure et un îlot de fraîcheur dans la ville. Ça, c'est une image, c'est en cours de chantier en ce moment. On voit ce cratère qui est en formation, qui sera bientôt une boule verte de verdure en cœur de ville. Notre thématique, bien sûr, liée avec la température, la montée des eaux. Ici, une image d'une rupture de digue aux Pays-Bas en 1953.
On parle souvent des Pays-Bas comme une zone inondable. Ils le sont. Cette rupture de digue, notamment, a entraîné des inondations sur toute la surface bleue de cette image. C'est très important. C'est quelque chose qui est ancré dans les réflexions aux Pays-Bas, mais qui doit se développer aux quatre coins du monde et chez nous, avec la montée des eaux et avec l'augmentation des phénomènes de grandes marées et de chutes de barrages en ville qui entraînent des montées des eaux près des rivières. C'est des thématiques qui sont costales tout au long de l'Europe et ça nous force à nous poser des questions. Cette image, vous pouvez vous dire c'est Amsterdam, non c'est La Haye, c'est pas La Haye aujourd'hui, c'est La Haye hier et c'est La Haye demain. Il y avait dans beaucoup de villes des Pays-Bas des canaux. Aujourd'hui la ville ressemble à ça et dans le cadre de démarches qu'on a avec la ville, on essaye de pousser pour que on réouvre les canaux, qu'on les réouvre, qu'on les revégétalise et que ça redevienne des lieux de fraîcheur et des lieux qui permettent justement de mieux absorber les phénomènes naturels de variation de montée des eaux ou de marée. Plusieurs rues qui seront très largement modifiées. C'est des réflexions qui, en fait, à la base, sont les réflexions d'un citoyen, un membre de l'agence de MVRDV qui habite à La Haye et qui s'est souvenu qu'autrefois il y avait des canaux et qui a fait développer dans le sein de l'agence un moment où on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le retransformer. Et dans le cadre de discussions avec la commune, c'est un plan qui maintenant va devenir réalité. Bien sûr, c'est lié aussi avec la réduction de la place donnée à la voiture, avec des réflexions sur les modes de transport, sur la végétalisation. Et comme je l'évoquais, l'eau est un élément qui peut être dangereux, mais qui est aussi source de fraîcheur, qui est un lieu qui, tout autour de l'eau, tout comme autour de la végétation, se créent des îlots de fraîcheur qui peuvent servir à mitiger les évolutions qu'on connaît déjà du climat en Europe et dans le monde. Un autre projet en développement, cette fois-ci en Chine, où se pose la question de comment faire de l'urbanisme quand on sait que l'eau risque de monter, quand on sait que les rivières peuvent devenir non seulement des lieux fertiles, mais aussi des lieux de danger pour la communauté. Et on a développé un plan où, plutôt que de faire des digues et pour canaliser la rivière, on a adapté le paysage, adapté le plan urbain pour développer des zones qui peuvent accueillir le surplus d'eau en cas de crue, mais qui le reste du temps sont des parcs ou des lieux végétalisés, des lieux sociaux, des lieux de vie et qui s'adaptent aux besoins de l'évolution de la mer. À une plus petite échelle, on peut se poser la question aussi de comment construire sur et avec l'eau, comment adapter nos bâtiments à la construction de l'eau. Ici, Silodam à Amsterdam, un bâtiment de logements sociaux qui est au final construit sur pilotis, juste sur le bord de la rivière à Amsterdam, où du coup toute la réflexion de l'habitat est aussi portée sur la relation avec la mer. Je passe très rapidement sur des images de chantier où on voit qu'on a construit contre l'eau, parce que bien sûr c'est un effort important de construire sur l'eau, mais c'est aussi quelque chose qui après crée un lieu unique et où on peut vivre avec l'eau. Ici on a un espace, un embarcadère pour qu'on puisse accéder depuis chez soi directement à la mer, à la rivière, et vivre avec l'eau qui est un élément important. L'eau, on a tous connu les images de crues à la Nouvelle-Orléans. On en a de nouveau entendu parler cette année. Heureusement, on n'a pas revu ces mêmes images cette année, mais après Katrina, MVRDV avait été appelé pour dessiner une maison avec une douzaine d'autres architectes pour imaginer une maison pour mettre en valeur l'architecture de Katrina, post-Katrina. La réflexion d'MVRDV a été de sortir d'une réflexion purement de designer et de se servir de l'architecture pour poser la question: qu'est-ce qu'une architecture qui permet de vivre avec l'eau? Est-ce une architecture penchée pour se mettre à distance? Est-ce une architecture surélevée? Est-ce une architecture où on accepte que l'eau puisse traverser le bâtiment le jour où elle vient? Est-ce une architecture sur pilotis? Est-ce une architecture de rampe? Est-ce une architecture mirador?
toutes ces questions, tous ces projets qui sont chacune une réponse possible à comment on peut construire, comment on peut mettre en valeur, comment on peut révéler le fait que ce territoire est à risque et a été très largement impacté par un phénomène ponctuel de crue. Vous en avez peut-être entendu parler, ce projet il a été presque trop choquant pour les habitants. Parmi la douzaine de projets qui avaient été commandés, c'est un des seuls qui n'a pas été construit, parce que le fait d'en parler est aussi un moyen, peut être un source de douleur pour certains, mais c'est toujours le juste équilibre à trouver pour comment sensibiliser, comment faire abstraction, où trouver la limite entre on fait comme si de rien n'était, on fait une villa d'architecte lambda, ou on fait un bâtiment qui se transforme un peu plus en manifeste et qui révèle la problématique environnementale et territoriale du lieu. Chez MVRDV, ces thématiques, on les pense avec un labo interne qu'on appelle MVRDV Planète. On essaye aujourd'hui que sur tous nos projets, on intègre les thématiques environnementales. On se sert très largement des goals, des objectifs du développement durable de l'ONU, qui, pour certains, sont évidemment reliés à l'architecture, mais qui, pour d'autres, la faim, la pauvreté, la paix, ne sont pas directement où on ne peut... C'est moins évident le lien qu'on peut trouver avec l'architecture, et je pense que c'est quelque chose qu'en tant que designer, c'est des questions que vous vous posiez. Quand je fais un objet, quand je fais une chaise, quand je fais un design d'intérieur, quand je fais une intervention publique, quelles questions je peux poser, quels sujets je peux traiter qui sortent de la case évidente de utiliser du bois ou des matériaux durables, et comment la forme même de l'objet, comment ma communication de cet objet, comment des interventions qu'un client n'aura peut-être pas envisagées dans le brief vont me permettre de répondre à plus et d'être plus ambitieux pour améliorer notre planète à l'avenir. Dans un autre registre, un peu moins effrayant peut-être, le territoire nous a laissé un héritage. On a tout autour de nous des traces de bâtiments, des traces urbanistiques, de lieux qui étaient des lieux de vie qui ne sont plus forcément adaptés à nos usages aujourd'hui. Ici, le Bastide-Niel, juste en face du centre-ville du cœur de Bordeaux. On a le miroir d'eau qui est juste en face. Une ancienne base militaire désaffectée qu'on nous a demandé pour lequel on a fait un concours où il s'agissait d'en en faire un morceau de ville. Comment garder la trace de ces bâtiments? Première étape, on a extrudé toutes les traces de rails, toutes les traces de bâtiments existants pour en faire notre emprise maximale bâtie. Bien sûr, cette emprise maximale bâtie, on l'a adaptée pour permettre à la lumière du jour, en faisant des découpes de 45 degrés, pour permettre à la lumière du jour de venir dans les rues et d'avoir une architecture plus vernaculaire et qui laisse passer le jour. Bien sûr, le soleil n'est pas le même dans toutes les directions. Une nouvelle coupure pour permettre 2 heures d'ensoleillement minimum dans la rue, sur tous les trottoirs. Ça donne des architectures uniques, avec chaque bâtiment, chaque îlot qui correspond à un projet pour un promoteur, et qui, tout en maintenant la trace des bâtiments existants, permet de densifier la ville sur la ville, permet de garder en mémoire les lieux tels qu'ils étaient aujourd'hui, qu'ils étaient précédemment, tout en s'inscrivant dans une architecture qui est mi-vernaculaire, mi-moderne, et qui donne un effet d'ensemble à tout l'îlot. Bien sûr, avec beaucoup de végétation, création de parcs et de traversées végétales. On rappelle avec les thématiques évoquées précédemment. Autre piste d'héritage, un héritage architectural plus vernaculaire qui, à Zaandam, c'est des bâtiments typiques hollandais. Historiquement, on avait le dernier étage qui servait de grange dans lequel étaient entreposés les matériaux des boutiques et qui a servi à beaucoup d'architectes dans cette ville qui en ont fait on pourrait dire un Las Vegas de l'architecture vernaculaire où les images typiques ont été reprises, cette couleur verte très, très symptomatique a été reprise jusqu'à l'excès peut-être, en empilant cette architecture qui devient un post-vernaculaire pastiche. On se retrouve avec un Disneyland de l'architecture d'autrefois,
faites aujourd'hui sans qu'il y ait nécessairement de réflexion sur pourquoi l'architecture avait ces géométries. Donc on part de la maison typique qui a été adaptée en faisant une adaptation, qui a été adaptée une nouvelle fois pour faire un hôtel qui les a empilés. Et nous, on devait, dans le cadre de ce projet, faire un lieu culturel. Et comment s'inscrire dans cette histoire du vernaculaire qui a été réadapté, voire transformé, pour créer un lieu de culture qui rappelle ces événements-là, sans bien sûr rentrer dans le pastiche de ce qui a déjà été fait. Donc on a un volume bâti et on a des lieux qu'on a identifiés, qui sont des lieux publics dans le bâti, qu'on a donc rassemblés dans ce volume pour créer des extrusions qui nous donnent un bâtiment qui est à la fois un rappel de l'ancien et à la fois un bâtiment moderne, où on crée des vides, où on crée des passerelles, on crée des rampes qui reprennent des éléments du langage de l'architecture typique, que ce soit le papier peint, des chambres qui a été repris en façade, que ce soit des éléments de mobilier, que ce soit la forme des fenêtres, que ce soit l'horloge typique, autant d'éléments qu'on a adaptés, la forme des fenêtres qui est adaptée à des formes de tableaux, d'éléments qui sont adaptés pour créer un lieu qui soit à la fois résolument moderne et à la fois témoignage et rappel et dans le respect d'une architecture vernaculaire historique. Et ça a l'autre avantage de créer des espaces atypiques, des espaces uniques qui permettent des lieux de vie, des lieux de rassemblement dans les vides formés. Un autre projet qui est aussi en lien avec l'architecture vernaculaire. Ici, on est à Eeskindel, aux Pays-Bas. C'est le village de naissance de Winnie Maas, un des 3 fondateurs de l'agence, qui, quand il était petit, il avait 18 ans, il a vu qu'il y avait un parking en plein cœur de ville, et il s'est dit que c'était une aberration. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son papier et son crayon, il a écrit une lettre au maire, et il lui a dit « ça va pas, il faut faire quelque chose ». Et 20 ans plus tard, après l'avoir relancé, ce maire, tous les 5 ans, tous les X, à chaque occasion, s'est fait jour l'opportunité de créer un lieu culturel à cet endroit-là, avec du coup un site, et dans lequel était l'idée de mettre un programme culturel. Sa géométrie a été basée sur les fermes typiques de la région, qui sont toutes uniques. Donc un catalogue a été fait, des photos prises de toutes les granges qui restaient et qui sont considérées comme étant encore typiques. Avec SketchUp, on a récupéré les dimensions de ces photos, de ces bâtiments, pour pouvoir en faire un catalogue, pour faire un relevé de quelle est cette architecture vernaculaire, quelles sont ses caractéristiques typiques. Donc on se retrouve avec des relevés de bâtiments existants, multiples bâtiments existants, qui sont tous uniques, mais tous dans une même histoire, dans une même architecture vernaculaire. On a récupéré les caractéristiques principales pour en faire une moyenne, pour recréer une nouvelle façade à l'image de celle-ci, mais pourtant unique, et à l'image de toutes ces granges, mais pourtant unique, avec les besoins divers et variés. On a nos 4 façades de bâtiments qui sont déployées et qui sont adaptées au site. Ça, c'est la taille moyenne d'une grange de l'époque. Bon, on scale 2 times. On agrandit 2 fois le bâtiment. On a des fenêtres qui deviennent surdimensionnées. Et plutôt que de reconstruire en pastiche, on va une fois de plus révéler l'ancien avec du nouveau. Donc on va travailler avec une impression sur une boîte de verre, avec une impression de ce motif justement recréé, qui est un mélange de dizaines, de vingtaines de bâtiments historiques pour recréer un nouveau bâtiment photoshopé dans un sens, mais très largement inspiré de l'historique, et qui permettent de créer une grange unique en son genre, mais pour autant inscrite dans son paysage, qui a des fenêtres qui sont dessinées et des fenêtres qui sont utiles. On a besoin de créer des boutiques, on a besoin de créer des restaurants dans ce bâtiment, donc on crée des fenêtres à l'intérieur, avec un jeu de dégradés qui se crée, de zones qui sont opaques et de zones qui sont transparentes, pour permettre à cette façade imprimée
de granges qui, selon les points de vue, selon les moments de la journée, selon la lumière, sont perçus comme étant du bâtiment historique ou sont très clairement un bâtiment vitré. Un bâtiment vitré qui se révèle et qui, de jour ou de nuit, a une image différente, mais dans lesquelles se forment des ouvertures. De près, on voit une impression où on travaille un travail du verre qui est très précis, mais avec une impression qui donne le sentiment de loin et même jusqu'au très proche, en haute résolution, d'être sur un bâtiment historique revisité. Ce bâtiment, comme évoqué, on crée des ouvertures qui permettent d'amener du jour. La lumière passe à travers tout le bâtiment par la transparence naturelle du verre, mais à certains endroits, des transparences plus importantes sont créées, avec un dégradé entre de l'intérieur ici, on voit la face arrière de l'impression et l'extérieur du bâtiment. Ce qui permet de créer des boutiques, des fenêtres, dans les fenêtres, entre guillemets, dans le vitrage, d'adapter ces ouvertures aux besoins pour, bien sûr, s'adapter aux besoins contemporains d'un lieu qui s'ouvre sur la ville. Le territoire, ses limites. On a un héritage, mais parfois cet héritage, il nous pose des problèmes. On le voit. Un autre exemple de projet, Amsterdam, PC Hofstraat, c'est les Champs-Élysées locaux. Historiquement, c'est des demeures d'entrepreneurs ou des demeures bourgeoises. Aujourd'hui, il y a des boutiques de toutes les entreprises internationales connues qui ont des besoins, bien sûr, de vitrines, qui ne sont pas adaptés à l'architecture locale et qui, du coup, viennent créer un bandeau qui est le même dans toutes les villes du monde, dans toutes les villes historiques du monde, et qui pourtant ne respecte pas du tout cette architecture typique, plutôt fermée au rez-de-chaussée. Se pose la question de comment créer à notre tour une boutique dans ce lieu-là. Première proposition, on recrée quelque chose. Ça, c'était la demande du brief. Globalement, on crée une façade avec des grandes fenêtres. Et si on fait juste ça, ça c'est le brief, un bâtiment existant qui est remplacé. Et si on le mettait tout en verre, pareil, comment réutiliser un motif existant pour le rendre contemporain? Bon, c'est peut-être un petit peu trop. On va faire une adaptation, on va faire un dégradé qui permet d'être vitré là où on en a besoin, au rez-de-chaussée, et d'être opaque et dans l'inscription du paysage vernaculaire et typique de la rue aux étages. Ça nous donne un projet avec un rez-de-chaussée très vitré, mais qui révèle cette architecture de briques. Comment? En fabriquant des briques de verre. Des briques de verre qui sont fabriquées une par une après des essais, qui sont passées au four et qui sont collées à la glu entre elles. Une glu qui d'habitude sert à coller les dents de nos aînés quand il faut les remplacer. Collé à la lampe à UV, avec bien sûr tout plein de nombreuses thématiques et études à faire sur la résistance de ce matériau, la résistance de cette colle, la résistance à la pression, la résistance à la flexion, des calculs très importants qui sont faits pour la chaleur. Ça nous a conduit à rajouter notamment 4 contreforts à l'intérieur en briques pour assurer la stabilité du bâtiment. Mais l'ensemble de la façade est moulé en verre par des pièces uniques, numérotées bien sûr, et qui sont adaptées, certaines des linteaux plus grandes que d'autres, comme dans une architecture traditionnelle, avec cependant un nouveau matériau, le verre. On a bien sûr les thématiques des linteaux, qui sont recréés en usine, avant d'être amenés, en atelier plutôt, avant d'être amenés sur site de chantier, avec un jeu de relief de façade, comme dans une architecture typique. Et puis après, une construction sur site, dans un chantier plus propre qu'on n'en a jamais vu, puisque bien sûr, il ne faut pas que la poussière vienne se coller entre les briques. Elle serait là visible et captée pour l'éternité.
Donc des ouvriers qui posent les briques une par une, 3 minutes par brique. C'est beaucoup de temps de travail, avec un projet qui est monté petit à petit. Et le jeu de dégradé de comment insérer, mélanger des matériaux avec la brique et réelle et la brique de verre, les deux ensemble. Donc il y a tout un travail qui a été fait aussi sur cet aspect-là. Avec bien sûr le moment où on révèle cette façade et un jeu de transparence qui se crée la nuit. Un jeu de transparence qui donne à voir la boutique au rez-de-chaussée et qui cache l'entrepôt à l'étage. Et qui s'inscrit du coup dans une architecture historique, qui s'inscrit dans un langage d'un bâtiment tel qu'il existait, tout en respectant les besoins d'une boutique, d'avoir de la grande visibilité de ses collections, tout en les mettant en valeur. Cette façade, pour l'anecdote, doit résister à un... On n'est pas dans n'importe quelle boutique, au final, ça a été décidé après, quel serait l'occupant. Doit résister à un véhicule qui rentre dedans, bien sûr, tout ça en verre. Donc un socle a été ajouté pour bloquer le cheminement. Dans un autre registre complètement, parfois on a un territoire qui est hors contexte, qui... Incheon, c'est en Corée du Sud, c'est un peu le Las Vegas local. On a un contexte territorial qui part un peu dans tous les sens, mais qui existe. Et donc sur ce projet, qui consistait à créer un casino, donc une boîte noire en théorie, comment et avec quoi jouer pour créer ce lieu? On a projeté les façades des bâtiments existants tout autour. Ces bâtiments sont projetés et modélisés sur la façade. Donc tous ces traits correspondent à des projections des bâtiments alentours qui viennent se projeter sur ce bâtiment, qui viennent se déformer une fois que le bâtiment est formé pour créer des entrées. Donc on a des fenêtres qui projettent les bâtiments aux alentours et on vient déformer le bâtiment pour créer des entrées, pour créer des accès. Tout ceci, c'est pas des rendus, hein, c'est la réalité. C'est la réalité construite sur site avec des panneaux uniques, des panneaux moulés, avec un jeu de création d'ouverture et de marquage de l'endroit qui est en fait sur le parcours de l'aéroport. Quand on arrive à Séoul, on passe au-dessus et donc il y a un grand disque doré qui représente ce lieu, qui apparaît ici en architecture et qui, vu du ciel, est un disque parfait retranscrit sur le sol. Dans un autre genre, l'avenir, quels sont les territoires à inventer, quelles sont les réflexions qu'on peut mener sur les nouveaux matériaux, sur le futur de l'habitat, le futur de nos interactions. Nous, on en a un petit peu parlé avec le Covid. Et la WiFactory a posé des réflexions sur quel pourrait être un espace qui s'adapte à nos besoins en permanence, avec des nanostructures qui seraient une espèce de bulle qui nous protège, qui nous crée un environnement propre. C'est des réflexions qui sont bien sûr utopiques aujourd'hui, qui sont bien sûr dans le domaine presque de l'imagination, mais qui peuvent instruire nos réflexions sur quand on construit un lieu, peut-être des parois mobiles, peut-être des choses. Qu'est-ce qui se passe quand on a notre bulle à nous? On est tous un peu dans notre bulle. Comment est-ce qu'on se rencontre? Que faire pour ne pas s'enfermer dans nos images propres, nos métiers propres, et essayer de rencontrer les autres métiers, rencontrer les autres réflexions qui peuvent avoir lieu dans les nanotechnologies ou dans les paysages cosmiques dont vous entendrez parler tout à l'heure. Très rapidement, je pense que les territoires, c'est de nombreux risques qui vont s'opposer à nous, qui s'opposent déjà à nous. C'est un héritage qui est partout, qui parfois est pesant, parfois n'est pas respecté, parfois est trop respecté. C'est des réflexions qu'on pourrait avoir sur un certain nombre de liens avec l'architecture ou avec les objets historiques. En France notamment, on peut en parler notamment les réflexions sur Notre-Dame.
il a des limites qui sont des limites parfois mentales, qui sont parfois des limites physiques. Et c'est à chaque fois des opportunités pour innover, pour se poser des questions. Qu'est-ce qui doit être mis en valeur? Qu'est-ce qui peut être mis en valeur? Et qu'est-ce qui peut être transformé quand on agit sur ces territoires et sur cette architecture? Merci.